Les phobies. Pour ceux qui en possèdent, elles dominent leur vie. C'est un poison qui nous ronge de l'intérieur et dont il est difficile de se défaire. Les gens réagissent de plusieurs manières à la peur et à l'origine de celle-ci. Et si vous avez suivi les récits du journal du prisonnier, vous en avez eu de multiples exemples. Et la peur n'est pas le seul poison qui existe. Je le sais. Car, durant des siècles, cet autre poison, qui n'est autre que la haine, la rage, a déclenché un feu au fond de moi, désirant tout consumer sur son passage, m'aveuglant et me faisant oublier la meilleure partie de moi. Cette même haine qui a envahi une partie des habitants du village originel et s'est répandue dans mon cœur et mon âme, et dans celui de certaines âmes qui ont atterri ici. Et donc, dans ce journal, en ce qui me concerne, je ne vais pas prendre le même chemin que le prisonnier, car dans cette histoire, je n'ai pas eu le même rôle. Je n'ai pas été la victime, mais bien le bourreau. J'ai enlevé tellement d'âmes pour les emmener ici, dans le village, dans les cauchemars. Finalement, j'ai moi aussi décidé de rédiger un journal. Ça a eu l'air d'aider le prisonnier, et j'espère que ça m'aidera aussi à prendre la bonne décision, à y voir plus clair dans le rôle que je dois avoir maintenant. Jusque-là, je récupérais les âmes que le village, plutôt la malédiction que je lui ai lancée, capturait. Je fouillais dans leurs souvenirs et voyais leur plus grande peur, ainsi que leurs péchés, la raison qui les a fait atterrir ici. Ensuite, je créais un monde où normalement ils devaient être mis à l'épreuve, en étant directement confrontés à leurs pires cauchemars, ou à ce qu'ils haïssaient le plus, même si au final, ce fut plus un lieu de torture qu'autre chose. Une fois le monde cauchemardesque créé, j'extirpais tous les souvenirs des âmes. Quand celles-ci étaient vides de tout souvenir, je les envoyais dans leurs pires cauchemars. Et elles se réveillaient donc amnésiques, et en général dans une tenue de tissu simple, sans chaussures et chaussettes, pour qu'ils soient dans un état d'inconfort dès le réveil. Avec aussi le prisonnier qui pénétrait dans leur esprit pour partager leurs sensations durant les événements qui se déroulaient durant les cauchemars, dont je contrôlais tous les aspects, un peu comme si je jouais à la poupée avec leur âme. Je faisais en sorte qu'elles suivent la route que je leur avais tracée, en gardant le lien avec leur esprit, pour connaître leurs sentiments et leurs pensées, et en manipulant les entités que j'avais placées dans le cauchemar, qu'elles soient prétendument alliées de nos invités, ou bien tortionnaires. Puis, les âmes souffraient de bien des manières, jusqu'au moment fatidique où soit celle-ci était à bout et finissait par abandonner, ou alors quand j'en avais marre de jouer avec. À la base, il y avait normalement une porte de sortie. Si les âmes réussissaient à dépasser leur peur et leur haine, à s'en libérer, elles pouvaient repartir du village, avec juste l'impression d'avoir fait un très mauvais rêve. Mais, à ce jour, parmi les milliers de personnes qui ont atterri ici, il n'y en a qu'une qui a réussi à partir. Pour ceux qui ont suivi le journal du prisonnier, vous savez déjà de qui je parle. Et j'ai eu le plaisir de le féliciter avant de le laisser repartir, après lui avoir retiré quelques souvenirs de son passage, notamment notre rencontre, pour qu'il puisse reprendre sa vie, libéré de sa peur et sans trop se poser de questions. Enfin, pour ce journal, je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre, mais je vais sûrement suivre la même ligne directrice que le prisonnier. Chaque chapitre parlera d'une peur ou d'une haine, en suivant l'ordre alphabétique. Mais, contrairement à lui, je ne parlerai pas que de phobie. Par exemple,
Si je reprends une phobie du journal des prisonniers, imaginons la botanophobie, je parlerai simplement de la peur des plantes, sans utiliser le terme phobique. Et donc, le chapitre s'appellera « Plantes » ou quelque chose du genre. Je libérerai donc de nouvelles possibilités pour les histoires que je vais vous raconter. Aussi, je pense que je commencerai chaque chapitre en parlant brièvement des victimes, en les renommant comme le faisait le prisonnier, même si je connais leur véritable nom. Je vais suivre la tradition, si je puis dire. Mais contrairement aux prisonniers, je donnerai la raison qui les a fait atterrir ici. Puis je vous raconterai ce que je leur ai fait subir dans les cauchemars. Et si j'ai encore des choses à dire, qui aient un rapport avec l'histoire, je le dirai avant de conclure le chapitre et de passer au suivant. Vu que je n'ai ni besoin de me nourrir, dormir ou autre, je pourrais enchaîner les chapitres. La seule chose qui pourrait me freiner, c'est ma fatigue mentale, si on peut le dire ainsi pour une âme, dépourvue de corps physique, et potentiellement le manque d'inspiration. Mais j'aurai tout le temps du monde pour réfléchir et trouver l'inspiration. Je n'ai rien d'autre à faire après tout. Et de toute façon, pour vous ça ne changera rien. Vu que le journal sera normalement fini quand vous serez en train de le lire. Mais il y a bien évidemment des choses dont je ne suis pas fière. Des actes que j'ai commis qui ne me rendent pas moins monstrueuse que les personnes qui ont atterri dans le village. Et avec ce journal, vous découvrirez de nouvelles histoires, apprendrez des informations supplémentaires sur le village, et vous en apprendrez plus sur moi et le prisonnier, si c'est ce que vous désirez. Ainsi, commençons donc ce nouveau journal, parlant des histoires du village dans les cauchemars. Alors, commençons la première histoire de ce nouveau journal. Pour l'instant, nous allons rester dans la peur avec ce dont je vais vous parler. Une peur plutôt commune, car il s'agit de la peur des araignées. Il est vrai que majoritairement, l'apparence de ces petites bêtes peut déranger. Aussi, est-ce peut-être un instinct au fond de nous qui veut nous avertir d'un potentiel danger? Quoi qu'il en soit, laissez-moi vous présenter Ariane, qui sera la victime dont je vais vous parler dans ce chapitre. Bien évidemment, elle avait peur des araignées. Et de fait, quand elle a appris qu'une section du zoo où elle travaillait allait se concentrer sur les arachnides, elle a un jour décidé de mettre le feu à cette section en pleine journée. Ce qui a mis la vie des gens et des animaux en danger. Pourquoi a-t-elle fait ça, vous devez vous demander? Eh bien, elle ne supportait tout simplement pas la présence d'une aussi grosse concentration d'arachnides aussi proche d'elle. Alors, elle a profité du fait que ce serait la panique et que le personnel serait trop concentré à assurer la sécurité des visiteurs et des autres animaux pour mettre le feu à la section. Maintenant, vous devez penser que la justice aurait simplement pu la punir, au lieu que ce soit à moi de le faire. Mais à l'époque, je n'en avais rien à faire. Pour moi, j'étais la justice, la juste punition que méritaient toutes ces personnes qui avaient fait souffrir les autres. Et donc, pour qu'elle soit punie pour son crime, une fois que le village a capturé son âme, j'ai décidé de la torturer un peu en la mettant dans un endroit qui allait sûrement lui convenir. À son réveil, elle se trouvait dans un endroit sombre et légèrement humide, en ayant bien sûr perdu ses souvenirs, comme je vous l'ai dit dans le chapitre précédent. Et quelques secondes après son réveil, le prisonnier pénétrait son esprit, lui causant une vive douleur au crâne. Une fois que ses yeux s'étaient un peu habitués aux ténèbres, il se rendit compte qu'elle était dans une grotte. Mais comme vous vous en doutez, ce n'était pas une simple grotte, car je l'avais tapissée de multiples toiles d'araignées, dont quelques spécimens vagabondaient par moments. Ce qui eut pour effet de la paralyser de peur. Elle était entourée de toiles et d'araignées qui pouvaient sortir de n'importe où et lui grimper ou tomber dessus à n'importe quel moment. Et effectivement,
pour que la jeune femme ne reste pas immobile et simplement figée par la peur, je me suis amusée à en faire tomber quelques-unes du plafond sur elle. En général, quand ça arrive, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui paniquent et gesticulent dans tous les sens, et il y a ceux qui se raidissent d'un coup et sont incapables de bouger, de peur de se faire mordre. Dans le cas d'Ariane, elle a fait partie de ceux qui se raidissent. Moi qui voulais la faire bouger, ce fut un cuisant échec. J'ai donc gentiment fait descendre ces petites bêtes, alors qu'elle avait les larmes aux yeux, et qu'à mon avis, elle n'avait qu'une seule envie, c'était de hurler et justement, gesticuler dans tous les sens. Une fois que mes petites amies furent descendues de la jeune femme, elle fut prise par des frissons d'horreur et ne tarda pas à courir droit devant. Vu qu'elle s'était enfin décidée à bouger, je n'allais pas trop l'enquiquiner. De toute manière, là où elle allait, il y avait un spectacle particulier qui l'attendait. Au bout d'un moment, après avoir couru dans les tunnels recouverts de toile, elle finit par arriver dans ce qui semblait être une immense caverne. Un endroit beaucoup plus espacé que les petits tunnels qu'elle avait parcourus en somme. Et donc, une fois arrivée dans la dite caverne, elle fut prise comme, qui dirait, de vertige. Les larmes lui coulaient littéralement des yeux sans qu'elle puisse les contrôler. Les frissons d'horreur la parcouraient, et elle se retrouvait à nouveau tétanisée devant le spectacle qu'elle avait devant les yeux. Devant elle, il y avait tout autant de toiles d'araignées qu'il y en avait eu dans les tunnels, mais ces toiles étaient bien plus grandes. Et surtout, les bêtes qui se trouvaient dessus étaient bien plus imposantes. Les spécimens qui se trouvaient dans la caverne semblaient pour la plupart au moins aussi grosses que des rhinocéros, si on ne comptait que le corps, sans les pattes, bien évidemment. Et Ariane suppliait, au fond d'elle, que ces choses ne l'aient pas repérée. Et alors qu'elle allait tenter, tant bien que mal, de faire demi-tour malgré ses jambes qui flageolaient légèrement, je décida d'empêcher tout retour en arrière, en envoyant une gentille petite camarade arachnide lui bloquer le chemin. Vous imaginez bien sa réaction quand elle se retourna et qu'elle fut confrontée à la charmante bête qui faisait pour le coup la taille d'un bon gros chien. Évidemment, elle se mit à crier et trébucha en arrière pour tomber tout droit dans une fosse que j'avais remplie d'ossements de toutes sortes, humains, animaux, etc. La pauvre femme ne savait plus où elle en était, et elle avait du mal à respirer, la tête qui tournait, et son corps ne lui obéissait plus. Puis, quelques secondes plus tard, une vive douleur se fit ressentir au niveau de sa jambe gauche. Et la dernière chose qu'elle vit avant de s'évanouir, ce fut une de ces choses, les crochets plantés dans la dite jambe. Mais son cauchemar n'était pas fini. J'avais encore des idées pour la torturer un peu plus. Aussi, quand elle reprit conscience, elle ne pouvait plus bouger. Elle était entourée de quelque chose de collant et épais. Elle avait été entoilée, et elle se sentait très mal. Elle avait l'impression que tout son corps était engourdi. Il y avait des nausées, entre autres. Elle ne semblait pas la seule à avoir été entoilée. Autour d'elle, tout un tas de cocons probablement remplis d'autres humains ou d'animaux l'entouraient. Mais ce n'était pas tout. Plein d'autres cocons plus petits étaient placés de la même façon au bout des cocons, collés contre la surface de la caverne. Mais Ariane ne se demanda pas longtemps ce qu'il pouvait bien contenir, car non loin d'elle, des petits cocons avaient éclos, laissant sortir une marée de petites araignées qui se dirigeaient vers les gros cocons, qui étaient reliés à ceux qui visiblement étaient des œufs. Et pénétraient dans ceux-ci. Il n'y avait pas vraiment de doute sur ce que les nouvelles-nées allaient faire dans les gros cocons. Et si Ariane ne se libérait pas, elle allait être la prochaine. Quand les œufs, se trouvant non loin d'elle, allaient éclore. Ce qui ne mit d'ailleurs pas longtemps à arriver. Elle entendait de tout petits bruits autour d'elle, et à cause du venin qui faisait encore effet, elle n'arrivait pas à bouger. Son corps était aussi raide que de la pierre, et au bout d'un moment, elle sentit comme un inconfort qui se propageait petit à petit sur tout son corps.
jusqu'à même l'intérieur de celui-ci. Et cet inconfort ne tarda pas à se transformer en de multiples douleurs vives. Elle était en train de se faire dévorer de l'intérieur et sentait ses organes se faire grignoter petit à petit. Son supplice dura des heures avant que son esprit ne sombre et que je ne puisse lui briser son âme. Laissant alors le prisonnier qui était encore présent à l'époque récupérer sa dépouille. Et moi, chaque fois qu'une âme était brisée, j'attendais patiemment que le prisonnier ait terminé son ménage. Puis une fois qu'il retournait dans sa cellule, soit je l'observais pour voir dans quel état il était, soit je me baladais dans le village, ou alors j'allais dans la bibliothèque des cauchemars pour me remémorer d'anciens événements, en attendant l'arrivée d'une nouvelle âme. Et quand le village capturait une âme, le cycle recommençait. Mais maintenant que j'ai décidé d'arrêter de torturer les âmes, quand le village en ramène de nouvelles, je les renvoie d'où elles viennent. Et donc je n'ai plus grand-chose à faire, à part rédiger ce journal. D'ailleurs, je vais peut-être conclure ce chapitre et passer au prochain. Espérons que remplir ces pages va m'aider à y voir plus clair et va m'occuper en attendant. Nous voici donc au chapitre 2. Et si vous avez lu le titre, vous savez de quoi va parler cette histoire. Les bruits nous entourent. Ils peuvent aussi bien nous faire du bien que nous faire du mal. Et notre âme perdue du jour, Barry, faisait partie des âmes qui ont été emmenées dans le village. Non pas à cause de la peur, mais de la haine. Le jeune homme souffrait d'hypersensibilité auditive, ce qui fait qu'il avait une tolérance plus basse aux bruits environnants et d'autres bruits plus spécifiques. Ce qui pouvait même lui procurer des gênes ou des douleurs dans certains cas. Mais ce n'était pas tout. Il avait tendance à facilement perdre patience et se mettre en colère de fait, si un bruit le dérangeait trop et lui causait des douleurs trop longtemps. Il pouvait même devenir violent. C'est d'ailleurs ce qui l'a fait atterrir ici, quand il s'en est pris à des enfants qui faisaient trop de bruit non loin de lui. C'était l'acte de trop. Et cet amalgame de sentiments négatifs a permis au village de le trouver et d'attendre le bon moment pour capturer son âme durant son sommeil. Je ne pourrais pas vous donner plus de détails sur les critères que le village a pour choisir le moment idéal pour enlever les gens, car je n'interviens qu'à partir du moment où l'âme a déjà été enlevée. Mais au moins, je peux vous raconter ce que je lui ai fait subir en guise de punition. Et donc, c'est dans une forêt enveloppée d'un épais brouillard que le jeune homme se réveilla. Je pense aussi ne pas avoir à rappeler à partir de maintenant qu'ils n'ont plus de souvenirs et que le prisonnier pénétrait dans leurs esprits pour partager leurs sensations, etc. De fait, après ce que je viens de dire, Barry commença à observer l'environnement dans lequel il était. C'était une forêt, dont on ne voyait pas le fond tellement le brouillard était épais. Il ne pouvait voir que quelques mètres autour de lui. Et il commença doucement à se déplacer à droite, à gauche, en essayant de rester vers la zone où il s'était réveillé. Il tenta de voir s'il y avait des points de repère, ou quoi que ce soit qui lui permette de ne pas se perdre. Mais, malheureusement, tout se ressemblait. Il resta un moment à observer ce qui l'entourait. Nombreuses étaient les âmes qui, si elles n'avaient pas de raison de se déplacer, restaient à l'endroit où elles s'étaient réveillées, pour ne pas se perdre ou par peur de ce qui pouvait leur arriver si elles se déplaçaient. L'inconnu est toujours plus intimidant que de rester dans sa zone de confort. Et par conséquent, quand je ne modifiais pas leurs souvenirs de sorte à ce qu'ils sachent ce qu'ils devaient faire, je devais leur donner une raison de bouger. Et dans ce cas-là, je décida d'essayer d'attirer son attention. Car, dans le silence froid de la forêt brumeuse, où la seule chose qu'il entendait était les bruits de ses pas,
Il sursauta en entendant un bruit au loin. Au début, il crut vaguement que c'était un oiseau, mais en l'entendant à nouveau, il reconnut un rire d'enfant. Il alla donc en direction de là où il avait entendu le bruit. Et au bout d'un moment, un autre rire, accompagné d'une silhouette qui passa rapidement au loin dans le brouillard. La silhouette semblait de petite taille, ce qui le conforta dans le fait que ça devait être un enfant. Mais qu'est-ce qu'un enfant faisait-il tout seul dans cet endroit, se demandait-il. Vu qu'il avait clairement entendu un rire et pas des pleurs, pour Barry, l'enfant n'était clairement pas perdu. Et s'il n'était pas perdu, peut-être qu'il habitait dans le coin, et si c'était le cas, qu'il pouvait l'aider à sortir de cette forêt, se disait-il. Et donc, il décida de partir dans la direction où il avait vu la silhouette. Je le laissa un moment à errer dans la brume, à l'affût du moindre son. Ce qui le fit réaliser d'ailleurs qu'à part les bruits de pas et les rires d'enfants de tout à l'heure, pas un son n'était produit à l'intérieur de la forêt. Aucun bruit de ruisseau, d'origine animale ou autre, ne se faisait entendre. Juste un silence troublant. Même sans souvenir, il sentait au fond de lui qu'il n'était pas habitué à un tel silence. Et il commença à avoir l'impression d'être dans un labyrinthe, avec tous les arbres qui se ressemblaient. Et aucun rocher, aucune souche ou plante, ou même racine, pour discerner la moindre différence. Aussi, il commençait à ressentir de la frustration, due au fait qu'il n'avait toujours pas retrouvé l'enfant. Ce qui le rapprochait de plus en plus du point de rupture, avant qu'il perde patience. Pour y parvenir, il suffisait d'un rien. Donc, les rires recommencèrent à se faire entendre un peu plus loin de Barry. Ce qui, dans le silence total qui régnait alors, eut alors pour effet de faire sursauter brusquement le jeune homme. Mais il ne prit même pas le temps de réfléchir avant de se précipiter vers l'origine de ces bruits, qui, en s'approchant, commençaient petit à petit à s'entendre tout autour de lui. À droite, à gauche, devant, derrière, les ricanements semblaient venir de toutes les directions, voire même de se dédoubler, ce qui donnait le tournis à Barry et commençait à lui donner mal au crâne. Et en regardant autour de lui, il aperçut quelque chose dans la brume. La silhouette. Mais elle semblait rapide, trop rapide même. Comment faisait-elle pour bouger aussi vite? Puis, il finit par voir deux silhouettes passer simultanément sur un de ses côtés, et encore d'un autre. Ils étaient donc plusieurs, et le fait qu'ils tournaient autour de lui donnait l'impression qu'il s'amusait à le tourmenter, ce qui lui fit finalement perdre patience, lui faisant crier après les enfants. Ça vous amuse? Attendez un peu que je vous attrape, et vous allez vous rigoler! D'un coup, les silhouettes disparurent, et le silence revint. Puis, un clignement d'œil. Elles entouraient désormais Barry. Elles étaient au moins une dizaine, et il était difficile de les discerner à cause du brouillard. Barry était donc au centre du cercle, formé par les ombres dans la brume. À observer les dites ombres, en attendant qu'elles disent ou fassent quelque chose. Mais quelques minutes passèrent, où les enfants restaient totalement immobiles, à fixer le jeune homme qui commençait à nouveau à perdre de plus en plus patience. Puis, à nouveau, les ricanements recommencèrent, ces ricanements qui avaient fini par lui sortir par les oreilles, et qui semblaient bien plus forts que tout à l'heure. C'en était trop. Et il comptait bien leur montrer qu'il ne fallait pas jouer avec ses nerfs. Laissant alors éclater sa colère, il fonça sur une des silhouettes, lui empoigna la gorge des deux mains et la plaqua au sol. Mais, lorsqu'il put enfin discerner à quoi ressemblait l'enfant qu'il venait d'agresser, Barry fut pris de sueur froide. Et ses mains, tremblantes, se desserrèrent de leur emprise.
La chose en face de lui avait bien la morphologie d'un enfant. Mais son visage ne possédait ni oreille, ni œil. Se trouvant au son centre, juste une énorme bouche qui parcourait l'intégralité de son visage, d'une oreille à l'autre s'il en avait eu. Et d'un coup, la bouche de la créature s'ouvrit violemment, laissant échapper un cri d'une telle intensité que Barry eut l'impression que son cerveau allait exploser. Alors qu'il reculait en essayant de s'éloigner de la chose qui produisait cet horrible cri. En reculant, il buta contre quelque chose derrière lui. C'était une autre de ces créatures qui se rapprochait doucement de Barry, resserrant le cercle autour de lui. Et quand elles arrivèrent à proximité du jeune homme, toutes ouvrirent en grand leur bouche grotesque, laissant chacune produire un cri qui résonnait et semblait s'amplifier dans le crâne du malheureux qui se tordait de douleur. Ces plaintes camouflées par les créatures qui hurlaient en continu sur lui. Au bout d'un certain temps, du sang lui sortait par tous les orifices du visage, son cerveau partant en bouillie alors qu'il suppliait de devenir sûr. Mais bien évidemment, je n'allais pas réaliser son souhait. Barry s'en était pris à des enfants qui faisaient trop de bruit pour lui, alors des enfants allaient le punir. Et donc, lorsque son âme ne supporta plus toute cette souffrance, et que sa volonté de vivre s'éteignit, celle-ci se brisa, mettant fin à son calvaire et à son existence, laissant le prisonnier à sa tâche habituelle. Alors que je profitais du plaisir d'avoir brisé une nouvelle âme. À l'époque, je m'étais accoutumée à ma propre cruauté, et je trouvais ce que je faisais même quelque peu artistique. Ma capacité à utiliser les pires cauchemars de mes victimes pour les torturer, pour moi, c'était comme un spectacle, dont la scène finale était sublimée par tous les tourments que j'avais fait subir aux âmes jusque-là. Aujourd'hui, je réalise que j'étais juste aveuglée par ma rage dévastatrice. Et je me suis éloignée de mon but. Certes, punir les mauvais, et en particulier les habitants du village originel, mais aussi leur laisser une chance de réparer leurs erreurs, de briser le cercle de haine. Maintenant, j'ai peur de sombrer à nouveau si je recommence à mettre des âmes à l'épreuve. Et surtout, je me demande si je dois continuer à le faire. J'espère de tout cœur que ce journal me donnera la réponse dont j'ai tant besoin. Maintenant, passons au chapitre suivant. C'est tout ce que je peux encore faire actuellement. Bon, à recommencer. Je réfléchissais au chapitre en C, en vagabondant dans le village, quand au bout d'un moment, je ressentis quelque chose d'étrange. C'était une sensation que je connaissais bien, mais que je n'avais pas ressentie par moi-même depuis des siècles. J'avais l'impression d'être suivi et observé. Mais normalement, ça devrait être impossible, car j'étais censé être seul dans le village depuis que le prisonnier l'a quitté. Du moins, c'est ce que je croyais. Visiblement, je ne suis pas aussi seul que je l'imaginais. Et la chose qui rôde dans le village m'a fait ressentir des émotions que je ne pensais plus jamais ressentir. L'oppression, le malaise, la peur. Cette impression d'être traqué, sans espoir de fuite. Et pourtant, j'ai eu l'impression de la connaître. C'était étrange. J'avais le sentiment, malgré tout le malaise que je ressentais, que ce qui était après moi avait toujours été là, comme si c'était une partie de moi. Il s'en est passé du temps entre le dernier chapitre que j'ai écrit
et le moment où je suis en train d'écrire ces mots. Je n'ai pas beaucoup de choses à faire et j'ai tout le temps du monde. Alors je me suis dit que si je prenais du temps pour éclaircir ce mystère, ça ne serait pas grave. De fait, quand j'ai commencé à me sentir observée, j'ai cru que je perdais la tête. Du moins, jusqu'à ce que je perçoive du mouvement dans la brume qui envahit le village. Oui, je sais, encore des mouvements dans la brume. Plutôt cocasse vu le dernier chapitre. Sauf que là, ce n'était pas des silhouettes d'enfants. En réalité, c'était plus comme une ombre, insaisissable, informe. Mais je la ressentais. Elle était là. Je ne savais pas encore ce que c'était, mais je le sentais. J'étais liée à elle. Et encore une fois, sans le savoir, elle avait sûrement toujours été là, tapie dans l'ombre. Une créature née de l'accumulation de toutes les énergies négatives contenues dans ce lieu. La peur, la haine, la souffrance, la rancune. Un amalgame de toutes les émotions négatives ressenties par les âmes perdues et brisées. Le prisonnier. Et moi-même. Je suppose que je ne l'ai remarqué que maintenant. Car avant, j'étais bien trop aveuglée par ma haine et mon chagrin. Aussi, en l'absence du prisonnier, j'imagine qu'il a été plus facile de détecter sa présence. Surtout au vu de ce qui émane d'elle. Je ne savais jamais vraiment où elle se cachait. Mais je ressentais toute la noirceur qu'il y a en elle. De plus, je ne sais pas quelle est sa véritable apparence. Soit elle peut changer de forme, soit elle peut se fondre dans les ombres, peut-être même les deux, qui sait. Mais j'avais l'impression d'avoir un prédateur, me traquant et n'attendant que le bon moment pour bondir des ombres et me dévorer. Je me suis demandé si elle me voulait du mal. Mais pour l'instant, jusque-là, elle n'a eu l'air que de m'observer. Quel est son but? Pourquoi se manifeste-t-elle maintenant? Les réponses à ces questions me sont encore inconnues. Mais au bout d'un moment, ce malaise que je ressentais m'a tellement agacée que je suis revenue dans la bibliothèque du village en espérant qu'elle finisse par me lâcher. Et à la bonne heure, c'est ce qui s'est passé. Même si j'ai barricadé la porte d'entrée au cas où, il faudra donc que j'enquête un peu plus sur cette entité si j'en ai le courage. Enfin, je pense que je vais d'abord essayer de terminer ce journal. Je n'aimerais pas disparaître en laissant une tâche inachevée. Si au final la bête me veut du mal. Et donc, je vais rester dans la bibliothèque jusque-là, en espérant qu'elle ne tentera pas de rentrer. Je vais aussi lui donner un nom, pour que je puisse la désigner clairement. La rendre concrète et la connaître rendra peut-être la chose moins terrifiante. J'espère. Au vu de son comportement, je pense que la bête dans les cauchemars, ou la cauchemardesque, serait une appellation plutôt adéquate. Enfin, je tiens à m'excuser si vous attendiez une nouvelle histoire sur une autre des âmes qui ont fini au village. Mais j'avais besoin de parler de ce que je venais de vivre et découvrir. Après tout, c'est la première fois en presque 500 ans que j'ai ressenti à nouveau de la peur et que je me suis rappelé ce qu'était un cauchemar. Mais promis, pour le prochain chapitre, vous aurez droit à une histoire sur une des âmes qui a fini dans le village. Néanmoins, si dans le futur je ressens encore le besoin de me confier ou de raconter quelque chose me concernant, j'espère que vous serez compréhensif, cher lecteur. Maintenant, je vais donc feuilleter les différentes histoires qui racontent les cauchemars des âmes brisées pour trouver qu'est-ce que je pourrais vous raconter dans le prochain chapitre. Celui en D. Alors, dans ce chapitre, je vais vous parler des dystopies.
Je trouve pour ma part qu'entre la dystopie et les cauchemars, il y a de nombreux points communs. Les deux représentent un monde sombre où il se passe de terribles choses, les deux reflètent les plus grandes peurs de l'humanité, et les deux peuvent provoquer de fortes émotions telles que l'angoisse, le malaise, la tristesse, voire même la colère. Donc, nous pouvons dire que tous les cauchemars sont des dystopies. Et les dystopies des cauchemars? Voilà un sujet philosophique qui va être le sujet principal de notre chapitre. Et la personne que nous allons suivre dans cette funeste vision sera Dieter, un homme qui rêvait de perfection. Une perfection qui n'acceptait aucune forme d'imperfection. Pour lui, tout ce qui n'était pas parfait selon ses critères ne méritait pas d'exister. Et ces critères, disons qu'il avait une vision bien précise de ce qui pour lui était supérieur et inférieur. Et il a été responsable de tellement de morts. Enfin, ça fait presque un siècle que cette histoire s'est déroulée. Et il fait peut-être partie des rares personnes dont je ne regrette absolument pas le sort au vu de ce dont il est responsable. J'ai beaucoup hésité sur le cauchemar que j'allais lui faire subir quand j'ai vu les raisons qui l'ont fait atterrir ici. Lui donner le monde de ses rêves et en faire un paria dans celui-ci, pour ainsi le rendre victime de ses propres critères, qu'il ne remplissait même pas. Un monde où ceux qu'il avait en horreur dirigeaient, et où il se retrouvait désormais à la place de ceux qui ont souffert par sa faute. Ou alors, un monde où il se ferait hanter et maltraiter par toutes ses victimes. Mais ce n'était pas encore assez. Je voulais qu'il souffre, au moins pour toutes les vies qu'il avait détruites. Lorsque j'eus une idée, mais j'allais devoir faire quelques changements sur son apparence et faire en sorte que son âme ne se brise pas avant que je ne sois satisfaite. Ce qui allait me demander beaucoup de temps et d'efforts. Mais finalement, une fois tous les préparatifs terminés, je plaçai Dieter dans le monde que je lui avais créé. Et donc, à son réveil, il se sentait mal. Il avait des douleurs sur tout le corps. Il avait même du mal à se lever et à se mouvoir. De plus, l'endroit où il se trouvait tremblait légèrement. Quant à moi, je le laissais prendre son temps. Après tout, il allait finir par souffrir quoi qu'il arrive. Et finalement, quand il réussit à se déplacer, il se rendit compte qu'il se trouvait dans une grotte, avec les questions habituelles. Qui suis-je et qu'est-ce que je fais là? Qui, pour le coup, était plus importante qu'à l'accoutumée dans cette histoire. Aussi, visiblement la grotte semblait scellée, comme pour empêcher quoi que ce soit d'y entrer ou d'en sortir. Mais vous imaginez bien que je n'allais pas juste le laisser pourrir dans sa grotte. Je déclencha alors un tremblement de terre qui fit trembler toute la grotte et ouvrit un passage dans la roche qui scellait l'entrée. Une des choses plutôt drôles quand je faisais vivre les cauchemars aux âmes qui finissaient ici, c'était que j'étais comme une déesse toute puissante, qui avait tout contrôle sur ce monde et ce qui le composait. Mais bon, je m'égare. Une fois que les secousses prirent fin, Dieter vit émerger du nuage de poussière et des débris rocheux un rayon de lumière. Il décida donc de sortir, et quand il sortit de la grotte, il vit que celle-ci avait elle-même été entourée d'un mur qui avait lui aussi été détruit en partie à cause du tremblement de terre. Ce qui lui fit se poser de nouvelles questions, comme pourquoi entourer une grotte qui visiblement était déjà scellée d'un mur? Il se demandait même s'il avait bien fait d'en sortir, en réalisant que c'était peut-être lui qu'on avait enfermé. Plus il réfléchissait, plus les questions se bousculaient dans sa tête, et plus de nouvelles questions naissaient. À tel point qu'il en avait la migraine. Il arrêta donc de réfléchir et commença à avancer. Peut-être que les réponses à ces questions l'attendaient plus loin.
Il avança donc comme il pouvait, malgré son corps qui lui faisait mal à chaque pas et sa difficulté à marcher. Et au bout d'un certain temps, il finit par atteindre un village de campagne. Les rues étaient vivantes et les gens semblaient tous beaux et sympathiques. Alors Dieter se décida donc à aller voir les habitants pour leur poser des questions. Et quand les gens le virent, l'expression de leur visage qui semblait au premier abord fort sympathique se transforma en peur et en dégoût. Quand notre âme perdue s'en rendit compte, il essaya de dire quelques mots pour leur demander pourquoi ils le regardaient comme ça. Mais au lieu de mots, ce fut des espèces de grognements et gémissements étranges qui sortirent de sa bouche. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il n'arrivait pas à dire un mot. Et chaque fois qu'il essayait, sa gorge lui faisait atrocement mal. Mais il n'eut pas le temps de réfléchir à comment communiquer avec les gens qui l'entouraient, car ceux-ci commençaient tout simplement à lui jeter toutes sortes de choses dessus. Aliments, pierres, déchets, et certains s'approchaient même de lui avec des bâtons, cannes ou autres objets contendant d'un air menaçant. Pourquoi faisait-il tout ça, se demandait Dieter, en essayant de prendre la fuite, malgré ses difficultés à se mouvoir correctement. Ce qui d'ailleurs avait permis à ses ravisseurs de le pousser à terre et de le rouer de coups pendant plusieurs minutes, avant de lui attacher les pieds avec une corde reliée à un tracteur pour le traîner pendant plusieurs kilomètres. Et en finissant par le jeter dans une fosse où les gens faisaient couler de l'essence pour y mettre le feu, laissant Dieter agoniser dans les flammes. Vous vous dites bien évidemment que c'en est fini de cette pauvre âme. Mais non, je n'allais pas le laisser s'en tirer juste après ça. Donc, juste avant que son âme ne se brise, je l'ai renvoyé dans la grotte où il s'était réveillé au tout début. Il se réveilla à nouveau, se demandant ce qui venait de se passer. Et il ne mit pas longtemps à réaliser que ce qu'il venait de vivre n'était pas un rêve. Techniquement, si un peu, même si ce n'était pas qu'un simple et inoffensif rêve. Quoi qu'il en soit, il eut sa révélation quand il vit la faille dans l'entrée de la grotte. Et vu ce qui venait de lui arriver quand il en est sorti, il n'avait plus vraiment envie de quitter cet endroit. Mais vous savez sûrement que je n'allais pas le laisser gentiment rester dans son coin. Alors, après plusieurs minutes où il essaya de se calmer et oublier le passage où il avait fini en rôti, une meute de loups affamés pénétra dans la grotte et ils mirent pas longtemps avant d'encercler le malheureux, mort de peur, lâchant des gémissements et des grognements en essayant de supplier pour sa vie. Mais bien sûr, les canidés se jetèrent sur lui et le déchiquetèrent sauvagement. Je vous passe les détails car l'histoire est encore un peu longue. Quand il se réveilla après s'être fait dévorer, il comprit que la grotte n'était pas un lieu sûr. Donc il la quitta à nouveau. Il tomba sur un chasseur qui le prit pour une affreuse bête sauvage et se mit à le traquer. Pour finir, quand il le rattrapa, par le tuer d'une balle dans la tête. Une nouvelle mort, un nouveau réveil. Dieter, chaque fois, trouvait la mort de bien des façons, avant de réapparaître dans la même grotte. Mort de faim, belle empoisonnée, chute mortelle, noyé, battu à mort, et j'en passe. Il a dû subir une bonne dizaine de fins avant que je ne décide de lui offrir les réponses à ses interrogations. Et donc, après de multiples morts, plus ou moins douloureuses, il se réveilla à nouveau dans ce lieu maudit, qui ne semblait pas décidé à le laisser mourir. Mais cette fois, à l'intérieur, devant l'entrée, un homme était assis sur une sorte de chaise pliable et regardait silencieusement Dieter, qui, à la vue de l'homme qui lui faisait face, fut pris de panique. Après tout, chaque contact avec un autre humain lui avait valu une mort violente. Néanmoins, après plusieurs minutes où le pauvre homme s'était recroquevillé sur lui-même en gémissant, rien ne s'était passé. Pas de coup, pas de douleur, autre que celle qu'il ressentait déjà de base. Il regarda alors l'homme qui l'observait toujours, qui finit par lui demander « C'est bon? Vous êtes calmé ?» Un peu surpris, Dieter répondit doucement et timidement « oui » de la tête, en se redressant comme il pouvait. Puis, le mystérieux homme répliqua « Bien,
Je vais alors pouvoir tout vous expliquer. La raison de votre présence, pourquoi vous êtes ainsi, et pourquoi les gens vous ont traité de cette façon quand ils vous ont vu. Dieter essaya de parler pour lui poser d'autres questions. Mais il ne put encore que produire ces ignobles gémissements, alors que sa gorge lui faisait horriblement mal. Ce qui fit réagir son interlocuteur, qui lui répondit « Je ne vous comprends pas. Votre corps est dans un tel état que ça doit être désormais impossible pour vous de parler. De fait, laissez-moi tout vous expliquer sans m'interrompre, je vous prie. » Dieter fit du oui de la tête, un peu tristement. Suite à ça, l'homme commença ses explications. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Un jour, une divinité est entrée en contact avec l'humanité et a alors fait une proposition. Tous les malheurs, toutes les maladies, toutes les souffrances, toute la laideur de l'humanité seraient réunis à l'intérieur d'un seul être humain, en échange de quoi le reste de la population mondiale actuelle et à venir serait alors débarrassé de tout ça. Et ne garderait même aucun souvenir de toutes ces choses. Bien évidemment, suite à cette proposition, l'humanité a décidé de prendre le pire criminel du monde et l'a offert en sacrifice pour qu'il absorbe tout le mal de l'humanité. Et ce que la divinité a proposé s'est alors réalisé. Tous les humains étaient devenus beaux, ne souffraient plus de rien, hormis un. Vous. Dieter n'en croyait pas ses oreilles. Il avait trop de choses à encaisser. Il a été sacrifié, c'était le pire criminel du monde. En lui se trouvait tout le mal de l'humanité. Un mélange de colère, de tristesse et de peur se mélangeait en lui alors que l'autre homme s'approchait et continua. Ce n'est pas fini. Que personne n'ait plus jamais à être sacrifié, la divinité vous a rendu immortel. Chaque fois que vous mourrez, vous revenez à la vie dans cette grotte. Et cela fait une bonne centaine d'années que vous étiez en sommeil dans ce lieu. Cependant, quelque chose vous a sorti de votre sommeil et a détruit le sceau qui scellait l'entrée. Maintenant, vous devez vous demander comment je sais tout ça, alors que l'humanité est censée avoir perdu tout souvenir de cette histoire. C'est parce qu'il fallait des gardiens, pour veiller à ce que cette grotte, qui est littéralement le réceptacle du mal de l'humanité, ne soit jamais détruite. Sinon, comme la boîte de Pandore, tout le mal qu'elle renferme serait alors à nouveau libéré sur le monde. En entendant la suite, Dieter avait peur de comprendre. L'homme serait venu pour réparer l'entrée de la grotte et le remettre en sommeil pour qu'il continue à être le réceptacle de la misère du monde. Puis l'homme posa doucement sa main sur l'épaule de Dieter et lui répondit comme s'il avait perçu la peur dans son cœur. Je vous rassure, je ne suis pas venu tout réparer. Bien au contraire. Je suis venu vous libérer de votre souffrance. Suite à ces mots, Dieter retrouvait espoir. Mais le regard triste et grave de son interlocuteur éteignit bien vite cette lueur qui venait de naître, alors que celui-ci conclua. Je ne peux malheureusement pas retirer la malédiction qui vous ronge, mais je peux y mettre fin. Le monde ne souffre peut-être plus de tout ce qui se trouve en vous, mais votre mal l'affecte. La cruauté, la discrimination et le mépris n'ont jamais été aussi présents. Tout être ne répondant pas aux standards de perfection régis par le monde est supprimé sans pitié, afin de préserver notre paradis, comme ils disent. Pour moi, des gens comme ça ne sont pas bien différents de vous, et ne méritent pas d'être protégés du mal. Je vais donc détruire cette grotte, libérer le mal, et mettre définitivement fin à vos jours, pour que vous n'ayez plus à souffrir à leur place. Alors, qu'en dites-vous ? Dieter avait du mal à réaliser tout ce qu'il venait d'entendre. Mais il est vrai que chaque fois qu'il avait vu des humains, ils lui avaient tous semblé très beaux, mais aussi très cruels et violents envers lui. Et s'il ne pouvait être libéré du mal qu'il avait en lui, peut-être que la libération de la mort, la vraie mort, serait mieux qu'une éternité de souffrance. Il accepta alors la proposition de l'autre homme, qui plaça des explosifs en quantité partout dans et autour de la grotte, alors que celui-ci invita Dieter à s'asseoir dans sa chaise pliable en attendant. Alors que l'autre homme s'excusa envers Dieter de ne pouvoir le sauver,
pour réduire la douleur qu'il allait ressentir quand la grotte allait exploser. Pour Dieter, de tout le temps où il avait vécu depuis son réveil, nul moment ne fut plus paisible que celui où il attendit la mort, assis sur une chaise pliante. Il avait peur et appréhendait la mort et la douleur qui l'attendaient, bien sûr. Mais personne n'avait fait preuve de bienveillance envers lui depuis qu'il avait repris conscience. Et ce simple geste de lui proposer de s'asseoir lui avait réchauffé le cœur. Finalement, le moment fatidique arriva. Et après un moment d'adieu, l'autre homme sortit de la grotte, et après quelques secondes, un bruit, un flash, et une intense chaleur. Et tout était fini. Dieter abandonna toute envie de vivre, et je brisai alors son âme. Il n'y eut pas de ménage du prisonnier ce jour-là, car des mois avaient passé dans le cauchemar. Et quand le prisonnier passait un trop long moment à travers l'âme d'une autre personne, il avait du mal à reprendre ses esprits et pouvait se prendre pour la personne avec qui il avait partagé le cauchemar. Je lui laissa donc le temps de reprendre ses esprits, et je plaça moi-même le corps reconstitué de Dieter dans une des cages du cimetière. D'ailleurs, dans les rares occasions que j'ai eues de faire le ménage moi-même, je prends toujours le temps d'aller dans une partie très spéciale du cimetière du village. Mais bon, pas la peine de trop m'attarder dessus pour l'instant. Je vous en parlerai au prochain chapitre. Dans le dernier chapitre, je vous ai parlé d'une partie très spéciale du cimetière du village. Et il est maintenant temps de vous révéler un de mes plus grands regrets qui est lié à cet endroit. Mais pour bien vous expliquer les choses, je vais devoir revenir au commencement de cette histoire. Celle du village originel. Pour ceux qui ont suivi les récits du prisonnier, vous connaissez déjà cette histoire. Ma mère qui s'est faite exécuter sur le bûcher par des villageois crédules et ignorants. Et moi qui ai été recueillie par une âme charitable qui est ensuite devenue ma seconde maman. Je ne vous en dirai pas plus sur ce sujet car je le garde pour un prochain chapitre. Mais de fait, moi aussi, quand j'ai enlevé les habitants du village, j'étais responsable de la perte des parents de tous les enfants du village. J'ai donc reproduit exactement ce qu'on m'avait fait subir à d'autres enfants. Mais en ce qui les concerne, je n'ai pas pu me résoudre à les enlever eux aussi, pour qu'ils rejoignent leurs parents dans les ténèbres. Pour moi, ces enfants étaient innocents, comme moi à leur âge, et ne méritaient pas d'être brisés et enfermés dans le village à jamais. Je les ai donc laissés vivre, mais livrés à eux-mêmes, les derniers survivants du village originel. Pour moi, ça restait mieux que le sort réservé à leurs parents. Et suite à ça, durant plusieurs années, je me suis fixé comme règle de ne jamais toucher à un seul enfant de moins de 13 ans, les enfants étant considérés comme des adultes à partir de 12 ans à l'époque. Néanmoins, je n'avais pas pris quelque chose en compte. Les enfants que j'avais laissés vivre ont pour la plupart grandi avec la même haine dans le cœur que celle qui m'animait en ce temps-là. Sauf qu'en ce qui les concerne, c'était une haine des sorcières qui les consumait, encore plus forte que celle de leurs parents. Si forte qu'ils finirent, une fois devenus adultes, par reproduire ce que leurs aînés avaient fait. De nouvelles personnes avaient été accusées de sorcellerie, et malheureusement, elles subirent bien pire que le bûcher. Je l'ai découvert quand le village enleva l'un d'entre eux, quand j'entra dans son esprit pour voir s'y souvenir. C'est à ce moment-là que j'ai découvert ce qui s'était passé pour les enfants durant toutes les années où je les avais laissés livrés à eux-mêmes. En une nuit, j'avais emporté tous les adultes du village. Mais une fois le jour levé, les enfants ne comprirent pas tout de suite pourquoi leurs parents ne se réveillaient pas. Ce fut les plus vieux et éveillés d'entre eux qui finirent par comprendre.
La malédiction de la sorcière les a tous tués, ont-ils conclu. Et je découvris en même temps le destin qu'avait le corps des âmes brisées, dépourvu d'âme rattachée à celui-ci. Il mourrait tout simplement, car à partir du moment où l'âme était brisée, le lien était rompu. Et donc, les plus grands décidèrent de s'occuper des plus jeunes. Et leur première décision fut de brûler tous les corps des adultes, car les enterrer aurait pris trop de temps et d'énergie. Puis le temps passa. En une vingtaine d'années, un quart des enfants ne survécurent pas au temps qui défilait, à cause de maladies ou d'autres incidents. Mais de nouvelles personnes avaient fini par rejoindre le village. Bien sûr, en grandissant, les enfants s'étaient méfiés des étrangers. Et un conseil tenu par les originaires du village avait été créé, décidant de qui restait et qui partait. Et ce fut ce conseil qui avait aussi décidé de qui exécuter pour sorcellerie. Quand le moindre doute se faisait ressentir sur un des nouveaux habitants, le conseil se réunissait et décidait si oui ou non il devait faire disparaître la personne. Et si le oui l'emportait, il capturait la malheureuse, et il la tuait, puis découpait son corps en plusieurs parties qu'il faisait brûler en secret dans mon ancienne maison, qu'ils avaient changée en crypte, comme pour cracher sur ma tombe, si on pouvait appeler ainsi la maison où je me suis offerte un sacrifice pour ma malédiction. Quoi qu'il en soit, quand je découvris tout ça, je fus prise d'une rage encore plus intense que lors de la nuit où j'avais décimé les anciens villageois. Ainsi, cette fois, je les prirent tous, sans exception, innocents ou pas, adultes et enfants. Je ne voulais plus prendre le risque de laisser cela recommencer. Néanmoins, je ne torturai pas plus que nécessaire ceux qui avaient fini en dommage collatéral, juste assez pour les briser. Mais en ce qui concerne les anciens enfants, je les fis passer en dernier, après qu'ils découvrirent l'hécatombe. Je voulais qu'ils se souviennent du jour où ils avaient tout perdu, qu'ils souffrent d'une nouvelle perte. Puis, un par un, chaque jour, un d'entre eux finissait entre mes griffes et disparaissait à tout jamais. Certains ont tenté de me fuir, mais peu importe où ils se cachaient, je les trouvais et je finis par tous les anéantir. Cette fois, à la fin, il ne resta pas une âme dans le village. Maintenant, pour en revenir aux âmes des pauvres malheureux qui avaient fini en dommages collatéraux, le prisonnier ne partagea pas leur cauchemar, et je les plaça moi-même, dans un endroit où le prisonnier n'est jamais allé. J'avais moi-même créé ma crypte. La crypte des âmes ruinées. Un lieu qui regroupait toutes les âmes innocentes dont l'existence a été gâchée par ma furie. Le voilà, un de mes plus grands regrets. Par peur que les survivants recommencent à nouveau à tuer des innocents, j'ai moi-même commis la faute. Et lors, à chaque fois que l'occasion se présentait, j'allais dans la crypte. Mais si avant je le faisais pour me rappeler d'être impitoyable, car même des innocents pouvaient devenir des monstres, aujourd'hui je le fais pour me rappeler que ma haine m'a moi-même fait devenir un monstre. Est-ce que torturer les âmes jusqu'à les briser était la meilleure solution? Est-ce que je n'ai pas été trop loin? Est-ce que je dois continuer à enlever les âmes? D'un côté, je me dis que ce n'était pas lié à faire. Mais d'un autre, certaines âmes que j'ai enlevées ont été responsables de tant de souffrance. J'espère réellement que ce journal aura les réponses à mes interrogations. Car je ne sais vraiment plus quoi penser ou faire. À part, bien évidemment, continuer à remplir ces pages de mes pensées et des histoires du village. Je pense que je vais conclure ce chapitre là-dessus. Je n'ai rien d'autre à ajouter qui me vienne en tête. Alors, passons à la suite. Parmi les âmes qui ont atterri dans le village,
Il y en a à qui je n'ai laissé aucune chance de s'en sortir. Et pourtant, certaines d'entre elles auraient peut-être pu. Mais il y en a aussi qui ont été tellement cruelles, ont fait tant de mal dans le monde, que je ne voulais les laisser repartir. Par colère pour ce qu'ils avaient fait et de peur qu'ils recommencent quand même leurs méfaits. C'était notamment le cas pour celui que je vais nommer Philippe. Cet homme prenait comme excuse, pour ce qu'il a fait, les nombreuses déceptions amoureuses qu'il a eues durant sa jeunesse. Au lieu de potentiellement remettre en question le comportement qu'il avait eu envers celle-ci, il avait préféré rejeter toute la faute sur elle. Car oui, il avait la fâcheuse tendance à essayer d'avoir des relations sexuelles avec ses partenaires, et ce assez vite dans leur relation, même quand ses partenaires ne se sentaient pas prêtes, ce qui rapidement les faisait fuir, surtout quand il commençait à devenir agressif à cause des refus. Autant dire que déjà il y avait un problème, mais le pire restait à venir, car, comme je vous l'ai dit, il ne s'est pas remis en question. Et son comportement ne s'était pas amélioré avec le temps, bien au contraire. Et comme vous vous en doutez, s'il a fini dans le village, c'est parce qu'il a fini par développer une haine envers les femmes. Même si, vu comment il les traitait jusque-là, on pourrait se demander s'il les avait déjà aimées. Et donc, un jour, il se mit à kidnapper des femmes qu'il trouvait à son goût. Il les suivait le plus discrètement qu'il pouvait, et comme un prédateur face à une proie, il les observait pendant quelques jours, le temps de déterminer le moment propice où il pourrait passer à l'action. Enfin, une fois le moment venu, en quelques secondes, Philippe surgissait des ombres, les endormait et les enlevait dans sa voiture. Pour la suite, je ne vais pas vous faire un dessin. Il les emmenait dans un lieu isolé et perdu qu'il avait aménagé pour ses activités malsaines, puis il les salissait physiquement et verbalement, et ce de façon cruelle et sadique, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus que des coquilles vides, et qu'ils ne s'en lassent. Après quoi, il les tuait et faisait disparaître le corps comme il pouvait. Malheureusement, avant que le village ne prenne son âme, 5 pauvres jeunes femmes avaient fini entre ses sales petites mains. La plus jeune avait 16 ans. Et j'allais lui faire regretter ses actes. Son destin était scellé. Et donc, une fois son âme placée dans le cauchemar, il se réveilla. Et la première chose qu'il eut dans son champ de vision furent des barreaux. Il regarda autour de lui et tout ce qu'il vit, c'était une pièce étant composée d'un mur de barreaux semblant être la seule entrée ou sortie, et 3 murs en pierre. À l'intérieur de ce petit cube de 8 mètres carrés, une table, une chaise et son lit. Il avait beau ne plus se rappeler de qui il était et ce qu'il faisait ici, il savait très bien qu'il était dans une cellule. Et au vu de la tenue qu'il portait, il était bel et bien détenu, se disait-il. Pour le coup, les tenues noires en tissu que je faisais porter aux âmes dans les cauchemars étaient plutôt à propos dans cet endroit. La seule différence, c'est que je lui avais placé un tatouage, comme un matricule, dont le numéro était 222, qui, lui aussi pour le coup, était très à propos au vu de ses crimes. Il alla jusqu'au barreau et regarda à l'extérieur. Le lieu où il se trouvait était rempli de multiples cellules comme la sienne, au moins une centaine à vue d'œil. Et quelque chose clochait sur les murs et le plafond de la prison. Ceci avait comme des traces de griffures ici et là. Qu'est-ce qui avait bien pu se passer ici, se demanda Philippe. Avec tout un tas de questions en tête, il attendit patiemment dans sa cellule qu'un gardien passe pour lui poser des questions. Et à la place, au bout de quelques heures, les portes des cellules s'ouvrirent, tout en même temps, avec une forte voix qui devait sortir des haut-parleurs, annonçant l'heure du repas, et que les prisonniers devaient se diriger calmement vers leur réfectoire. Ce que les autres détenus, ainsi que Philippe, ont fait sagement. D'ailleurs, ses camarades lui semblaient tous bien calmes. Mais bon, j'imagine que si on devait définir des règles du bon prisonnier, la numéro 1 serait
Occupe-toi de tes fesses, se disait-il. Après avoir récupéré son plateau repas, il alla s'asseoir et observa les alentours. Tous les prisonniers lui semblaient encore une fois plutôt calmes. Il imaginait que l'ambiance serait bien plus animée et chaotique dans une prison. Aussi, les gardiens se trouvaient tous sur une plateforme en métal au-dessus d'eux, à les surveiller. Ils n'avaient vraiment pas l'air amical, mais Philippe avait trop de questions à poser. Il s'apprêtait à se lever quand une main se plaça sur son épaule. Il se retourna et un autre détenu lui faisait alors face. Je te déconseille d'aller parler aux gardiens, c'est des vrais murs de briques. Ils ne répondront à aucune de tes questions et tu te feras juste remarquer. Dit le mystérieux détenu en lui faisant un sourire amusé. Philippe lui demanda pourquoi, et l'autre lui répondit. Ici, ils sont juste là pour surveiller et nous punir si on fait les malins. Puis il ajouta. T'as aucune idée de là où t'es tombé, mon grand. Mais si t'as besoin de ta réponse, je vais pouvoir t'en donner quelques-unes. De fait, Philippe, un peu soulagé, passa toute la durée du repas à lui poser des questions. Comme comment s'appelle l'autre homme, pour commencer. Puis, pourquoi il ne se rappelle pas de qui il est? Pourquoi il y a des griffures sur les murs dans la zone de détention? Son interlocuteur lui répondit qu'ici, plus personne ne se rappelle de qui il était. Dès lors où ils ont fini dans cette prison, tous leurs souvenirs ont été effacés, ne restant comme moyen de les appeler que le matricule tatoué à leur poignet, qui, pour lui, c'était le matricule 120. Pour le coup, aucune signification à celui-ci. Je lui ai juste donné le premier qui me venait en tête. Mais de fait, il continua ses explications, et le pire restait à venir. Car il finit par lui dire que cette prison n'était pas comme les autres, et qu'il n'allait sûrement pas le croire au début, mais qu'il allait très vite finir par le croire. Suite à ces mots, Philippe était intrigué, mais aussi un peu inquiet. Mais lui fit signe de continuer. Après un soupir, 120 lui expliqua donc que dans cette prison, toutes les semaines, la nuit entre le dimanche et le lundi, toutes les portes des cellules s'ouvraient à minuit, pile à 5 heures du matin. Et que, durant ces 5 heures, des choses étaient lâchées dans la prison. Et ces choses traquaient les prisonniers. Et si elles en capturaient, elles les emmenaient, on ne sait où. Et les prisonniers disparaissaient à tout jamais. Intrigué, Philippe était passé à perplexe. Il avait du mal à croire 120 et se demandait si cette histoire n'était pas une forme de bizutage pour les nouveaux arrivants. Puis, 120 conclut en disant « Tu me verras bien à la fin de la semaine, en espérant que tu survives. Le seul conseil que je puisse te donner, c'est essaye de te faire discret quand le moment sera venu. » Puis, il partit débarrasser son plateau et sortit du réfectoire. Suite aux événements qui se sont passés durant le repas, Philippe passa le reste de la journée à réfléchir sur ce que 120 lui avait dit. Il avait bien évidemment des doutes sur ce que lui avait dit son camarade, mais il y avait les griffures sur les parois. Finalement, il décida que le lendemain, il retournerait le voir pour lui demander des précisions sur cette histoire. Selon lui, au cas où ce ne serait pas un mensonge, il vaudrait tout de même mieux se renseigner. Et puis de toute façon, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire. De fait, le lendemain, à l'heure du repas, il finit par retrouver 120. Il lui demanda de lui donner des informations supplémentaires. Vu que l'histoire est encore un peu longue, je vais vous faire une synthèse de ce qui s'est passé ensuite. Alors, 120 donna à Philippe diverses informations sur la prison, les créatures et les différentes tentatives de survie des prisonniers. En outre, il lui dit que dans cette prison, les détenus n'avaient droit ni aux appels, ni aux visites. À partir du moment où les gens finissent ici, ils n'ont plus de contact avec l'extérieur, et ils ne sont plus considérés que comme du bétail pour les créatures. D'ailleurs, si un prisonnier se faisait trop remarquer, en général, il était offert en pâture, en étant placé hors de sa cellule avant même le début de la chasse, et que toutes les cellules seraient fermées jusqu'à ce qu'il se fasse attraper. Ce qui fit comprendre à Philippe pourquoi les prisonniers étaient si sages. Ils ne voulaient simplement pas mourir. 120 parla ensuite de la période de la chasse.
Durant les 5 heures, la luminosité de la prison était réduite au maximum, n'étant éclairée que par de faibles lumières, juste assez pour que les prisonniers puissent s'orienter dans leur fuite, mais pas assez pour qu'ils puissent discerner correctement les créatures. Les seules choses que 120 pouvait dire sur les dites créatures, c'est qu'elles étaient humanoïdes et qu'elles avaient des yeux qui reflétaient le peu de lumière qu'il y avait. Et il termina en disant que le meilleur moyen de survivre était de se cacher dans sa cellule et de tout faire pour garder son calme et ne pas se faire remarquer, que le moindre bruit ou mouvement brusque pourrait attirer leur attention, et qu'il avait l'impression que les créatures détectaient la peur. Mais en général, au bout de 2 ou 3 personnes capturées, les choses retournaient dans leur ventre. Suite à ça, le reste de la semaine, Philippe et 120 continuèrent de discuter ensemble, et en particulier de la période tant redoutée. Et finalement, le moment fatidique arriva. Le dimanche, quelques minutes avant minuit, dans les haut-parleurs, un gardien souhaita bonne chance aux détenus et déclara l'ouverture des portes. Confirmant définitivement à Philippe que tout ce que lui avait raconté 120 était potentiellement vrai. Un silence de mort régnait alors dans toute la prison. Silence qui fut, au bout de quelques minutes, comme dissipé par des bruits étranges. On aurait dit des respirations, mais elles semblaient venir d'outre-tombe. Et très vite, Philippe commença à entendre un cri et des appels à l'aide. Quelqu'un avait dû se faire trouver, et soit se faire poursuivre, soit s'était fait attraper. Et alors que les cris résonnaient dans la prison, pendant que ce cher Philippe s'était caché dans un coin de la cellule en espérant qu'il ne se ferait pas remarquer, il entendit un son qui lui glaça le sang, se trouvant à l'entrée de sa cellule. Et comme s'il ne pouvait s'en empêcher, sa tête se tourna doucement vers l'origine de ce bruit. Devant ses yeux, accroché au barreau de sa cellule, une des créatures le fixait intensément de ses yeux pâles et froids, semblables à 2 lunes bien rondes au cœur de la nuit. La respiration était légèrement sifflante, comme un vent glacial. Cette vision et ce son ne donnaient qu'une seule envie au pauvre homme recroquevillé dans son coin. Il voulait fuir le plus loin et le plus vite possible. Mais son corps refusait de bouger, comme s'il savait au fond de lui que s'il bougeait, il était mort. Alors, il resta dans son coin sans bouger, lui et la créature se fixant l'un l'autre, attendant sûrement qu'un des deux bouge même d'1 centimètre. Mais rien ne se passait. De nouveaux cris annonçant une autre victime se faisaient entendre, puis plus rien, plus aucun bruit. Ni cri, ni bruit de course, ni respiration d'outre-tombe, autre que celle de la créature toujours accrochée à ses barreaux, qui continuait de fixer notre détenu qui n'en pouvait plus. Plusieurs heures qu'il se dévisageait, et rien ne s'était passé jusque-là. À part Philippe qui essayait continuellement de garder le contrôle sur sa respiration et les battements de son cœur, tout en clignant des yeux le moins possible, craignant que la seconde d'après, la créature soit juste à côté de lui. Mais au bout de ces longues heures, la créature partit. En un saut, elle avait disparu. Et même si elle avait disparu de son champ de vision, Philippe fixait encore l'endroit où elle s'était agrippée tout ce temps, de peur que s'il baisse sa garde, elle ne lui saute dessus. Ce n'est qu'au lever du jour, alors que la voix du haut-parleur souhaitait le bonjour aux survivants, que notre cher ami se relâcha, la respiration haletante, comme si il avait couru un marathon. Quant à moi, j'étais satisfaite de la première partie de sa punition. Je n'allais pas le briser avant d'avoir joué un peu avec ses nerfs, après tout. Et, vu que dans le monde réel, il aimait observer ses victimes, je voulais qu'il ressente ce que ça faisait de se faire observer comme une proie, un vulgaire morceau de viande. Et visiblement, cet événement l'a bien marqué, car, durant toute la semaine qui suivit, et ce à mesure qu'une autre traque se rapprochait, il ne put retirer de son esprit le regard de la créature. Et d'ailleurs,
il ne remarqua que tardivement la disparition de son cher ami 120. Il n'eut même pas à demander quoi que ce soit, car en passant devant la cellule de ce dernier, elle était complètement vide. Il n'y avait même plus la couette de son lit, et les murs étaient parsemés de griffures. Après tout, 120 ayant joué son rôle, il ne m'était plus utile, et la perte du seul ami qu'il avait dans ce lieu n'a fait que l'attrister et l'isoler encore plus. Et à nouveau, l'heure de la traque était venue. Sauf que cette fois, Philippe avait eu une idée. Selon lui, les créatures ont déjà capturé 120. Donc sa chambre devrait être le dernier endroit où elle penserait à aller. Et en soi, ce n'était pas trop mal pensé. Du moins, si je n'avais pas été aux commandes de tout ce qui se passe dans ce monde. De fait, dès l'ouverture des portes, il se précipita dans l'ancienne cellule de 120. Se cachant à nouveau dans un coin de la pièce, vu que se cacher sous le lit n'aurait servi à rien sans la couette pour le dissimuler. Je l'ai laissé pendant quelques minutes s'imaginer qu'il avait trouvé la cachette parfaite et qu'il allait survivre. Mais je n'avais plus besoin de m'en prendre aux autres prisonniers, alors j'envoya toutes les créatures sur sa position, commençant par celle avec qui il a eu affaire durant la dernière traque. Et finalement, quand il pensa qu'il était sauvé, le son qu'il avait hanté durant cette semaine se fit entendre à nouveau. Ce n'est pas possible, c'est un cauchemar, se disait-il. Mais en regardant dans la direction du son, les larmes commencèrent à couler de ses yeux. Devant la cellule, toutes les créatures se tenaient debout, le fixant. Et alors qu'un gémissement de détresse s'échappa de sa bouche, une des créatures, à nouveau à quatre pattes, avança doucement vers lui, continuant de le fixer. Cette fois, pour lui, c'était la fin. Il commençait à essayer de se débattre dans le vide. Mais d'un coup, la main de la créature lui avait attrapé la cheville. La main était grande, maigre et glaciale. Puis soudain, il se sentit emporté et traîné par terre. Les créatures l'emmenaient dans leur antre. Et durant le chemin jusque-là, il n'essaya même pas de crier à l'aide. Car après tout, il savait très bien que personne ne viendrait l'aider. Donc, il ne put se mettre qu'à pleurer. Et finalement, au bout de longues minutes, la créature le lâcha, le laissant au beau milieu d'une sorte de caverne, dont le dessus laissait voir le ciel étoilé et la pleine lune, qui illuminait l'endroit où il se trouvait. Une vue plutôt belle, contrairement à ce qui allait lui arriver. Et puis d'un coup, les respirations sinistres l'entouraient. Et les créatures se mirent tout autour de lui, la lumière de la lune révélant leur apparence repoussante. Elles ressemblaient à de vieilles femmes, presque semblables à des cadavres tellement elles étaient maigres. Elles avaient littéralement la peau sur les os avec juste 2 morceaux de viande flasque en guise de poitrine. Et elles faisaient au moins 2 bons mètres de haut, les cheveux en bataille, les yeux ronds et reflétant la lumière de la lune. Et le pire, ce sont les dents pointues qui apparaissaient avec le sourire malsain qu'elles faisaient tout en regardant Philippe. Qu'allait-elle lui faire, hein? N'avez-vous pas une idée? Si je vous disais l'arroseur arrosé? Eh oui, effectivement. D'un coup, elles l'attrapèrent et déchiquetèrent ses vêtements, puis lui bloquèrent les bras et les jambes, alors qu'il leur demandait ce qu'elles allaient lui faire. Puis l'une d'entre elles se mit au-dessus de lui, empoigna son engin et... Bon, je ne vais pas vous faire un dessin. Je vais aussi vous épargner ce qui s'est passé ensuite. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait en sorte que ce soit aussi désagréable que possible pour lui, et qu'il a été utilisé à répétition, jusqu'à ce qu'il finisse dans le même état que celui dans lequel il avait laissé ses anciennes victimes. Une coquille vide. Puis je brisa son âme et le laissa au prisonnier, qui à mon avis avait lui aussi passé un sale moment,
bien fait de ne lui laisser aucune chance? Ou alors, tout être, aussi méprisable soit-il, mérite une chance de rédemption. Je ne sais pas. Par contre, maintenant que j'y pense, ce qu'a ressenti Philippe face aux créatures, c'est un peu ce que j'ai ressenti face à la cauchemardesque. Après, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai directement ressenti la chose, mais ce que j'ai ressenti alors m'avait semblé bien plus fort tout de même. À tel point que je n'arrive plus à sortir de la bibliothèque, de peur d'y être à nouveau confrontée. Mais je ne pourrai pas rester ici éternellement. Il faudra bien que je finisse par lui faire face. C'est censé être mon monde ici, et pourtant je me retrouve à être traquée comme une vulgaire âme perdue. Il faut que je réfléchisse à un plan, un moyen de me défendre contre cette chose. En attendant, je vais continuer la tâche que je me suis donnée. Ça finira peut-être par me donner une idée. Passons donc au prochain chapitre.